Bonjour, merci de vous joindre à l'IRPP aujourd'hui pour ce troisième webinaire de notre série sur la réforme des soins de longue durée. Comme Ricardo l'a dit, je suis Charles Breton, directeur du Centre d'excellence sur la Fédération canadienne à l'IRPP. D'entrée de jeu, par contre, je veux reconnaître que je vous parle depuis les terres autochtones non cédées de la nation Gagnoc-Gehaga et que Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Je pense aussi que les événements des derniers jours en lien avec l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops mettent encore plus en lumière notre histoire coloniale et la nécessité de reconnaître comment elle s'inscrit encore dans le présent. Je pense aussi qu'elle nous appelle à penser comment nous prenons soin des uns des autres, peu importe nos origines, nos besoins. Bon, la transition reste abrupte, mais je pense que cela nous amène quand même à réfléchir à la condition des aînés, à comment on s'occupe des gens, aux conséquences de la pandémie dans les soins de longue durée et aux sources de cette situation. Donc aujourd'hui, une feuille de route pour une réforme des soins de longue durée au Québec. Avec nous pour cette discussion, trois grands experts qui nous permettront vraiment de couvrir plusieurs aspects de cet enjeu d'une grande importance. Alors, je les invite à ouvrir leur caméra. Bonjour à tous. Donc, Régent Hébert est professeur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et ancien ministre de la Santé et des Services sociaux, ministre responsable des aînés de 2012 à 2014. Bonjour, Régent. Bonjour, Charles. Marie-Louise Leroux est professeure titulaire au département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal et membre, entre autres, de la chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels. Bonjour, Marie-Louise. Bonjour, Charles. Et Yves Couturier, professeur à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et directeur scientifique du réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne. Bonjour, Yves. Bonjour à tout le monde. Merci à vous trois d'être là. Avant de se lancer dans la feuille de route de réforme, comme le titre du webinaire l'indique, j'ai envie de commencer avec une question un peu plus large sur la possibilité même de réforme dans l'organisation, tant dans l'organisation des soins que dans le financement. La situation des CHSLD, ce que la pandémie a montré d'une certaine façon, on le savait déjà un peu. Ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, est-ce que j'ai envie de commencer juste en vous demandant ça. Comment on sait ou est-ce qu'on sait déjà que cette fois-ci semble que ce sera la bonne? Alors, Régent, j'ai envie de commencer avec vous là-dessus. D'abord, merci de nous avoir invités à participer à cet important débat. Évidemment, lorsqu'on revise les différents rapports et politiques qui ont été publiés au cours des 30 dernières années, et je l'ai fait dans le dernier article d'Options politiques, du rapport Rochon en 88 jusqu'à la politique de soutien à domicile en 2003 et la plus récente, là, il y a quelques semaines, politique d'hébergement, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de publications gouvernementales sur ce qu'on devrait faire, ce qui devrait être mis en place, mais finalement, ça ne s'est pas traduit en réel changement, en réelle réforme des soins de longue durée au Québec et au Canada d'ailleurs. Pourquoi? Probablement parce que, comme société nord-américaine, on a l'illusion encore qu'on est une société jeune. L'Europe a vieilli sur une période de plus d'un siècle, alors que nous, on fait ça de façon très concentrée sur quelques décennies. Alors, il y a comme un décalage dans la réalisation par la population et les élus qui représentent cette population du vieillissement de la population. Deuxièmement, il faut bien reconnaître, et la pandémie l'a mise en évidence de façon dramatique, je dois dire, il y a un agisme sociétal qui est présent et qui est presque, j'oserais dire, systémique, un agisme aussi politique. Je pense qu'on ne fait pas pour les personnes âgées les mêmes actions qu'on pourrait faire pour d'autres groupes sociaux et on en a quelques évidences récemment, que ce soit le drame de la fillette de Granby qui a donné lieu à toute une réflexion sur la protection de la jeunesse, une commission d'enquête, un rapport, etc., ou l'histoire de Joyce Echaquan qui a suscité beaucoup de réflexions et j'espère d'actions pour être capable de corriger des enjeux sociaux comme ceux-là. Mais pour les personnes âgées, même s'il y a eu plus de 5000 morts en trop lors de la pandémie, si on appliquait
les taux de mortalité du reste du Canada. C'est 5 000 morts en trop qu'on a vécu au Québec. C'est des milliers de morts et on ne semble pas, en tout cas, avoir une réflexion sérieuse sur la réforme des soins et services au Québec et au Canada. Vous savez, en France, en 2003, il y a eu une canicule qui a fait près de 20 000 morts. Et ça a donné lieu à toute une réflexion et à la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est une espèce d'assurance de soins à long terme en France. Donc, il y a eu des actions qui ont émergé suite à ce drame qu'a vécu la France et l'Italie, d'ailleurs, pendant l'été 2003. Au Québec, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réflexion comme ça. Bien sûr, on aura les rapports de la protectrice du citoyen, de la coroner, également de la commissaire à la santé et au bien-être. Est-ce que ces rapports-là provoqueront une réflexion gouvernementale sur les prochaines orientations des soins et services? Je ne vois pas d'indice là-dessus. On continue à s'acharner, à proposer les maisons des aînés pour répondre aux besoins, donc une solution encore institutionnelle pour répondre aux besoins des aînés quand on sait que c'est une solution que ne souhaitent pas les aînés d'abord, qui n'est pas sécuritaire comme on l'a tristement vu lors de la pandémie et qui n'est pas une réponse économiquement soutenable au vieillissement de la population. Alors tout ça pour dire que j'espère qu'on aura une réflexion suite à cette hécatombe, à ce drame, mais j'attends encore pour voir des indicateurs d'une telle réflexion et d'une telle réforme. Donc, on sent un petit peu de pessimisme à savoir est-ce que cette fois-ci sera la bonne? Je serais curieux d'entendre nos deux autres experts. Alors, Marie-Louise, peut-être, est-ce que vous partagez peut-être que je dis pessimiste, peut-être que c'est un peu fort, mais est-ce que vous partagez l'avis de Régent sur la possibilité de réforme à ce moment-ci? Je suis totalement d'accord avec le constat de Régent. En fait, quand il a parlé du vieillissement, quand il a fait la comparaison, par exemple, France-Québec, je suis d'accord avec lui que en France, on a mis en place des solutions plus rapidement parce que le vieillissement de la population a eu lieu plus tôt qu'au Québec. Et au Québec, en particulier, ce vieillissement était extrêmement rapide. Je pense, pour prendre un petit peu la défense du gouvernement, on va dire que pendant longtemps, un des chantiers très importants, c'était mettre en place les retraites, faire en sorte que les Québécois aient de l'épargne et une retraite au moment où ils seraient plus en mesure de travailler. Ceci étant dit, maintenant, le nouveau chantier, c'est vraiment faire en sorte que nos aînés à la retraite, parce qu'ils vivent beaucoup, beaucoup plus longtemps, aient les ressources adéquates pour financer leur perte d'autonomie. Et on voit très bien que leur épargne, les retraites publiques et privées, une fois à la retraite, ne seront pas suffisantes pour couvrir ces besoins. Contrairement pour rebondir aussi par rapport à ce que disait Régent, il disait qu'on oubliait un peu nos aînés. Je crois, enfin j'espère être un peu plus positive. Je pense que le problème concerne tellement largement la population, par exemple même les personnes actives, et là je pense aux femmes. Typiquement, pendant longtemps, la prise en charge de la perte d'autonomie de nos parents, nos grands-parents, c'était pris en charge par les femmes. Or, les femmes, maintenant, elles travaillent. Donc, elles ne peuvent plus être ce soutien à la maison. Et donc, le problème, encore plus qu'avant, il concerne toutes les classes de la société, pas juste les personnes âgées, mais aussi les personnes actives. Et donc, moi, je suis un peu plus optimiste parce que malheureusement aussi, mais avec la Covid, les gens ont pris une claque en pleine figure. Ils ont vu des images partout en disant voici la situation dans nos CHSLD. On a été bombardé d'images à la télé et ça, je pense que ça va changer durablement les mentalités. Il y avait eu des soubresauts avec cette volonté de mettre en place l'assurance autonomie donc en 2013-2015. Mais j'ose espérer qu'en fait, là, il va y avoir une implémentation parce que malheureusement, il y a eu la COVID. Yves, là-dessus,
la possibilité de réforme? Est-ce qu'on la voit maintenant? Est-ce que c'est justement, malheureusement, ça prenait quelque chose comme la COVID pour faire avancer les choses? Je commence par souligner un paradoxe, hein. Le Québec est un champion olympique des réformes, hein. La réforme de 2015, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent international, hein. C'est vraiment unique en termes d'ampleur. Je vous rappelle que le ministre a congédié tous les cadres dans la nuit du 31 mars 2015 pour en rembourser 80% le lendemain, éventuellement sur d'autres tâches. Il n'y a pas de pays comparable en termes de capacité de faire des réformes, en tout cas sur ce plan logique-là. Pour moi, ce qui pose problème et ce qui me rend un peu pessimiste, c'est vraiment la qualité de l'implantation de ces réformes-là. Au Québec, on a quantité d'innovations porteuses, montrées efficaces, efficientes, etc., et qui s'implantent peu ou mal. Je vais vous donner un exemple simple. En 2004, notamment en appui sur des travaux que Régent Imbert a fait, la réforme de 2004 donc impose même la diffusion d'une nouvelle figure professionnelle, un gestionnaire de cas dédié à coordonner les services. Or, 2004, c'est obligatoire. Le cadre de référence pour lancer ça sort en 2017, donc 13 ans plus tard. Évidemment, pendant ce temps-là, les gens ont bidouillé, fait ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pouvaient. Et l'idée est à peu près morte aujourd'hui. Pas l'idée en principe, elle conserve sa valeur, mais sur le terrain, c'est très difficile de vendre ces idées-là aujourd'hui. Donc, pour moi, il y a véritablement un enjeu d'accomplir les réformes, de bien les faire, de pousser plus loin le changement. Je vous rappelle aussi que la réforme de 2015 a un impact très négatif sur les dispositifs qui avaient pour mission d'accompagner le changement. Donc, pour moi, parler de réforme, c'est bien, mais il va falloir surtout parler d'une capacité accrue au Québec de faire le changement. Je voulais donner un autre argument sur un autre plan logique. Je pense qu'il y a un débat à faire. Je ne veux pas parler pour Régent Imbert, mais il y a peut-être un débat à faire. Est-ce qu'il faut sauver le soldat CHSLD? Ce n'est pas certain. Je présume que sur le plan clinique, ça va prendre de toute façon des lieux avec des soins plus costauds, là, mais ce qui me rend, moi, un peu pessimiste aujourd'hui, c'est à la fois le réflexe tout à l'hôpital qu'on a connu en 2020 suite à la crise pandémique et la solution mise de l'avant autour du dur, des constructions de chambres nouvelles qui vont remplir qu'une petite proportion des besoins. Puis on reviendra aussi à ce que ça veut dire en termes de la division entre tout à l'hôpital et le soin à domicile. On va y revenir un petit peu plus tard. On parle de la possibilité de réforme. Parlons des réformes. Parlons-en. Yves et Régent, vous avez tous les deux contribué à la série d'options politiques. Régent, il a fait allusion tout à l'heure sur la réforme des soins de longue durée au Québec. Et les deux, par pur hasard, je présume, dans vos articles respectifs, vous identifiez tous les deux 3 grands chantiers qui sont différents, donc 6 chantiers. Et plusieurs de ces chantiers-là, pour moi, m'apparaissent comme étant nécessaires, mais vraiment s'articulant sur le long terme. Un exemple, entre autres, sur lequel Marie-Louise a travaillé, puis sur lequel on reviendra, l'idée d'assurance publique. Pour moi, je le vois vraiment comme quelque chose sur le long terme. Peut-être que je me trompe, vous me corrigerez si je me trompe, mais la question que je voulais vous poser, c'est à court terme. Hein, on a vu là, ce qui vient de nous arriver, là, à court terme, qu'est-ce qui est le plus, à la fois le plus pressant, mais aussi le plus réaliste qu'on peut faire, là, peut-être pas demain matin, mais disons après-demain. Qu'est-ce qui nous apparaît comme étant à court terme là, ce que nous devrions faire? Alors, Yves, j'ai envie de commencer avec vous là-dessus. Oui, je commence d'abord par rappeler que le court terme a été le mode opérationnel depuis un certain nombre d'années et on voit que ça n'a pas fonctionné. Mais néanmoins, je joue positivement je tourne le regard en amont des soins de longue durée et même en amont de l'aide à domicile. Pour vous donner 2 exemples d'actions à court terme, pas magiques, mais qui pourraient avoir de l'effet assez rapidement, à mon avis. Vous savez qu'il y a 20% de la population québécoise qui n'a pas accès de famille, un accès à un médecin de famille. Il y a des personnes âgées de 80, 85 ans et plus qui perdent le médecin de famille et qui vont rester en ligne. D'abord, il faut qu'ils accèdent au guichet en question. Et ils risquent de rester des mois, des années en attente, dans une période de la vie où c'est potentiellement
dramatique d'avoir des délais dans l'accès aux soins. Donc, de prioriser ces clientèles-là dans l'octroi des médecins de famille, c'est un élément très important. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a le guichet, puis il y a la pratique réelle, puis on ne comprend pas tout à fait comment les priorités sont faites dans l'accès aux médecins de famille. Deuxième exemple, l'État québécois a déplacé 400 travailleurs sociaux des CLSC vers les GMF. Moi, de ma candeur, je pensais que ce groupe de travailleurs sociaux-là travaillerait notamment sur les clientèles âgées, les clientèles prioritaires du point de vue de l'État. Or, on vient de faire des travaux là-dessus, elles ne travaillent pas auprès des clientèles âgées. Elles travaillent auprès de clientèles qui ont des besoins, mais pas auprès des clientèles âgées. Le GMF est encore constitué comme un îlot, comme un silo de travail. Je conclue en vous disant ceci. Voici la courbe un peu modale d'une personne âgée qui va arriver éventuellement vers les soins de longue durée. Elle peut avoir un trouble neurocognitif majeur. Elle est suivie, postulons qu'elle est bien suivie par son médecin de famille. Mais comme le médecin de famille se replie plutôt sur le médical et que les travailleurs sociaux n'ont pas de collaboration intense auprès d'elle, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver, au bout de quelques années, la maladie d'Alzheimer s'installe. 2, 3, 4, 5, Régent, je passe sous ton contrôle, hospitalisation évitable. Et là, la cavalerie va arriver. La cavalerie du CNSA va arriver avec 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, vous voyez, je viens d'accumuler plusieurs mois dans la trajectoire et la solution ne devient que l'hébergement de longue durée. Donc, il faut agir en amont. Et cet amont-là, c'est évidemment l'aide à domicile qu'il faut renforcer sérieusement. Puis je présume bien que Régent va beaucoup parler de ça. Mais aussi, en amont de ça, il y a la capacité des GMF à agir auprès des clientèles prioritaires. Donc, Régent, là-dessus, sur le court terme, bon là, Yves va parler beaucoup de l'organisation, même en amont, là, avant d'arriver au CHSLD, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites là. Là-dessus, pour le court terme, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant, là, d'une certaine façon, là, assez rapidement pour améliorer la situation? Je pense d'abord qu'il faut sauver le soldat CHSLD. On n'a pas le choix comme société de réformer nos CHSLD et ça commence par la gouvernance et la gestion de ces établissements-là. Et c'est l'illustration de l'échec de la réforme de 2015, ce qui s'est passé dans les CHSLD. Vous savez, on a regroupé tous les établissements au sein d'une même organisation monstrueuse d'ailleurs, qui a de multiples missions et on a, ce faisant, mis l'hôpital au cœur de ces établissements-là en oubliant ou en marginalisant d'autres fonctions comme les CHSLD, comme les centres jeunesse aussi, comme les missions CLSC. D'ailleurs, c'est un mot CLSC qui va disparaître là, parce que il est de moins en moins utilisé dans la population et ça réfère de moins en moins à un concept clair, même pour les gens du réseau de la santé et des services sociaux. Alors, on a fait la démonstration là, que le système de santé, c'est pas comme une entreprise de type IKEA ou Bell Canada où on peut fusionner différentes missions et pouvoir améliorer la performance, ça ne marche pas comme ça. Chaque mission a une importance et doit avoir sa propre gouvernance et sa propre équipe de gestion. Et je pense qu'en créant ces monstres que sont les CIS et les CIUS, on a en fait de fait même marginalisé les CHSLD et il va falloir retrouver là, une gouvernance et une gestion propre à ces établissements-là. Puis c'est vrai aussi pour les CLSC à mon point de vue. On ne peut pas faire en sorte que ces établissements-là desservent des populations aussi variées sur un territoire aussi vaste comme les territoires actuels des établissements. Deuxièmement, il va falloir se doter de normes. On hésite à faire ça, là, mais il faut le faire. Là. On regarde, les chiffres nous montrent que l'Ontario et le Québec consacrent à peu près dans les CHSLD moins de 2 heures de soins par jour, alors que l'Ontario s'était donné une norme de 4 heures. On est loin. Nous, au Québec, on n'en a même pas. Alors, il va falloir se donner des normes d'infirmières, des normes de médecins aussi. Les médecins, avec la réforme des soins dans les GMF, les médecins ont été évacués des CHSLD parce qu'on leur a demandé d'aller dans les cabinets.
Alors, il va falloir retrouver une équipe médicale, une équipe infirmière, une équipe de préposés dédiés. Il va falloir recruter du personnel et surtout les valoriser. Les préposés, c'est pas juste du minutage pour donner des bains ou pour lever, laver, brosser les personnes âgées et poudrer d'ailleurs, pour reprendre une expression qu'on avait dans les années 70. Se brosser, laver, poudrer, là, c'est pas ça qui valorise des préposés qui sont en contact étroit avec les résidents, qui doivent établir des relations humaines fortes et c'est ça qui les valorise dans leur rôle. Il va falloir les rénover, ces CHSLD-là. On va construire des maisons des aînés chromées en laissant des CHSLD avec des chambres multiples, avec des salles de bain partagées, avec de la ventilation qui est inadéquate. Et il va falloir régler le problème des privés non conventionnés là, qui n'ont pas leur place dans notre système de santé. Donc, un chantier CHSLD, il faut sauver le soldat CHSLD à mon point de vue. Et deuxièmement, un chantier soins à domicile, là, qui est le laisser pour compte du réseau. Écoutez, quand vous consacrez moins du 5e du budget des soins de longue durée aux soins à domicile, on est les cancres de la classe des pays de l'OCDE là-dessus. Et il va falloir, un, consacrer plus de financement, deux, revenir à des méthodes d'intégration des services parce que le domicile, là, c'est un carrefour beaucoup plus complexe que l'hôpital à gérer. Là. Il y a de multiples organisations, entreprises d'économie sociale, organismes communautaires, services publics, la famille. Alors, il faut coordonner ça et nous avions, suite à des études qu'on a faites, proposer la mise en place d'un réseau intégré de services avec des gestionnaires de cas, des professionnels, des médecins, des infirmières qui font l'évaluation, qui font un plan de service. Mais tout ça a été, depuis la réforme de 2015, là, complètement oublié. Et il va falloir réinventer la roue, comme on fait souvent au Québec. Alors, l'enjeu des soins à domicile, c'est un enjeu de financement, c'est un enjeu d'organisation. Il va falloir revenir à des modèles de soins intégrés et c'est un enjeu également du type de financement, et ça, on va en parler plus tard. Là, donc, le type la façon dont on finance ces soins-là, ça ne peut pas être fait comme les hôpitaux. C'est pas le même contexte. Dans les hôpitaux, il y a un prestataire, c'est l'État, et qui donne tous les services. Quand on a une fracture de la jambe, on n'aura pas 20 % des services qu'on a besoin. On va rentrer à l'hôpital, puis on va avoir tous les services, puis c'est couvert par l'État. Pour les soins de longue durée, c'est pas pareil. Hein? Ce n'est pas l'État qui va couvrir l'ensemble des besoins. Il y a d'autres prestataires de services et il faut tenir compte de ça et il faut donc ajuster le mode de financement. Alors, il y a un chantier CHSLD, un chantier soins à domicile et le troisième, c'est le chantier financement, puis je reviendrai tout à l'heure. Bien, restons sur le financement, puis on passera aux soins à domicile, mais sur le financement, bon, il y a différents points qui achoppent, en tout cas de discussion. Bon, c'est sûr que les provinces demandent de l'argent du fédéral à travers les transferts en santé, mais c'est pas clair que ça s'en va de toute façon dans les soins de longue durée. C'est pour le financement des soins de santé de façon générale. Donc, ce dont on parle, et vous en avez parlé, Régent, on parle beaucoup d'une assurance publique. Marie-Louise, avant de parler de l'assurance publique, je pense qu'il est important de dire, et c'est des travaux que vous avez effectués, qu'il y a aussi des assurances privées, mais on en entend peu parler. Est-ce que c'est juste parce que ça fonctionne? Est-ce que c'est parce qu'il y a une myopie des gens qui n'y pensent pas? Est-ce que c'est parce que ce système-là ne fonctionne tout simplement pas? Donc, présentement, ils existent, ces assurances-là. Elles existent. Elles sont vraiment peu développées quand même au Québec. On n'a pas... tous les assureurs et toutes les banques ne proposent pas des produits d'assurance de soins de longue durée. On a même Manuvie qui, en 2019, est sorti du marché à la raison qu'il ne trouvait pas de réassureur. Et le plus souvent, ces assurances proposées, elles sont souvent couplées avec d'autres produits, type par exemple une annuité pour la retraite ou une assurance invalidité. Donc, c'est peu développé. Pourquoi est-ce que, en fait, c'est peu développé? Je vais vous faire une réponse d'économiste. Donc, on a un problème du côté de l'offre et un problème du côté de la demande. Du côté de l'offre, en fait, on voit que les banques, les assureurs ne communiquent pas bien sur ces produits-là. Donc, en fait, ils ne diffusent pas cette information. Et donc, dans les études que vous citez, en fait,
nous, on avait donc mené une enquête en 2016 auprès de 2000 Québécois et Ontariens. Et on leur avait demandé s'ils avaient de l'assurance privée soins de longue durée. Et parmi les gens qui n'en avaient pas, on a près de 92% des gens qui nous disaient « je n'en ai pas parce que je ne sais pas ce que c'est ou alors j'en sais très peu ». Et quand on leur posait une question subsidiaire, ils disaient, ces gens-là nous répondaient que dans 44% des cas, on ne leur avait jamais offert cette assurance soins de longue durée. Donc, leur conseiller bancaire, leur assureur ne leur en avait jamais proposé. Et pourtant, ce sont des gens qui étaient dans cette classe 50-70 ans. Donc, on va dire, surtout au début, là, dans les 50 ans, c'est le moment où il faudrait en acheter. Du côté de la demande, c'est pourquoi les gens ne sont pas informés, pourquoi ils n'en achètent pas, parce qu'il y a ce terme de myopie dont vous avez parlé, mais qui est très, très large, qui englobe beaucoup de choses. C'est que quand on leur posait des questions sur la manière dont ils évaluaient le risque de perdre en autonomie, ou d'être un jour confrontés à des limitations d'activité de la vie quotidienne, ou quand on leur demandait « est-ce que vous pensez que vous allez rentrer à un moment dans un CHSLD ?» beaucoup de ces répondants étaient incapables de nous dire si ils pensaient effectivement qu'ils allaient être confrontés à ce risque-là. On leur posait aussi des questions sur les coûts de la perte d'autonomie. Ils estimaient très mal les coûts. Ils connaissaient très peu le cadre institutionnel. Donc, comment cette prise en charge de la perte d'autonomie allait à un moment être prise en charge? Est-ce que c'était eux qui allaient devoir payer ou est-ce que l'État allait tout prendre en charge pour eux? Et donc, en fait, il n'y a pas de prise de conscience parce que, je dirais, les gens, consciemment ou inconsciemment, ne voulaient pas y penser, ne voulaient pas s'informer. Et ça, c'est vraiment un problème parce que même si cette prise de conscience, elle était faite de manière tardive. Et donc, à un moment où ça devient assez peu rentable d'acheter de l'assurance privée en cas de perte d'autonomie. Donc, je ne suis pas en train de dire que la solution, elle passe forcément par de l'assurance privée. Je pense qu'il faudrait à un moment donné, parce que bien sûr, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est que l'État prenne en charge une partie via une assurance publique. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais de toute façon, l'État ne pourra pas tout prendre en charge. La perte d'autonomie, ça peut monter à des montants astronomiques par mois. Et moi, ce que je veux défendre en général, c'est que la prise de conscience, qu'il faut éventuellement complémenter ces assurances publiques par de l'assurance privée, comme on fait par exemple avec nos REER. Eh bien, il faut qu'on se rende compte que c'est un problème de famille. Ce n'est pas juste un problème d'une personne, d'un aîné, c'est que ça implique toute la famille. À un moment donné, mes parents voudront peut-être me laisser un héritage. Mais s'ils n'ont pas d'assurance perte d'autonomie, c'est possible qu'ils dilapident une partie de leur héritage parce qu'à un moment donné, ils vont devoir financer cette perte d'autonomie, ils vont devoir hypothéquer leur maison, la vendre. Et moi, de mon côté, peut-être que je vais devoir travailler moins pour prendre en charge ma mère ou même ma belle-mère qui serait en perte d'autonomie. Donc, en fait, moi, ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est qu'il faut planifier notre perte d'autonomie parce que c'est une réalité et il faut la planifier au sein de la famille. Donc, l'achat d'assurance privée, c'est aussi une décision familiale. Ça implique les parents et les enfants. Oui, Régent. Oui, juste pour compléter un peu, les produits qui sont actuellement offerts pour la perte d'autonomie, c'est bien souvent lorsque la perte d'autonomie est extrêmement importante. On parle de 3 activités de la vie quotidienne atteintes et pour une période très courte, pour 6 mois. Alors, et ça, malgré tout, ça coûte très cher parce que les gens, comme le disait Marie-Louise, sont conscients d'acheter une telle assurance après 60 ans, 70 ans, lorsqu'on prend conscience qu'on pourrait peut-être perdre l'autonomie. Et le deuxième point, c'est lorsqu'on a fait la consultation sur le livre blanc sur l'assurance autonomie, l'Association canadienne des assureurs de personnes est venue
en consultation, il nous a dit dans son mémoire qu'il n'y avait pas de marché pour eux dans l'assurance autonomie, mais que si l'État avait une protection de base, eux pouvaient développer des produits en complément de la protection de base de l'État. Alors, il pourrait y avoir un marché qui se développe, mais à condition qu'il y ait un programme de base financé par l'État. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, ces produits d'assurance privée sont extrêmement chers. Mais pourquoi? Parce que le marché est très faible. Si la demande augmente et l'offre va s'adapter en conséquence, et sans doute que ces prix pourront être plus faibles. Aujourd'hui, pour un assureur, c'est très risqué de proposer ce type de produit. Mais si effectivement, on a plus de gens qui en demandent, plus de produits qui sont proposés, alors les prix de ces assurances vont être poussés à la baisse. Et je rejoins totalement Régent sur le fait qu'il faut qu'il y ait un pilier déjà public avec une assurance de base. Et l'assurance privée viendra derrière en relais pour tous les besoins annexes, si je puis dire. Tous les compléments. Parlons-en donc de ce pilier, comme encore une fois, plusieurs le présentent de plus en plus comme un cinquième pilier de l'État-providence, c'est-à-dire un État-providence moderne qui couvrirait l'assurance emploi, l'assurance maladie, les accidents de travail, la sécurité de la vieillesse, et on ajouterait à ça une assurance de soins de longue durée. Régent, vous en avez parlé, on l'a mentionné plusieurs fois, l'assurance autonomie que vous aviez présentée lorsque vous étiez ministre de la Santé en 2013. Est-ce que cette idée-là est arrivée trop tôt? Il y a eu un changement de gouvernement, c'est disparu. Est-ce que vous sentez à nouveau un mouvement ou un regain d'intérêt pour une idée comme celle-là? Oui, je pense qu'il y a un regain d'intérêt. Est-ce que c'est arrivé trop tôt? Moi, je trouve que même en 2012, c'était trop tard. On aurait dû y penser avant, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, le vieillissement très rapide de notre population provoque un décalage, puis les gens n'étaient pas prêts peut-être en 2012, quoique c'est des circonstances très politiques là, qui ont fait en sorte que ce ne soit pas adopté. La consultation publique là-dessus montrait presque une unanimité des gens par rapport à un système comme celui-là. Alors il faut, comme l'ont fait la plupart des pays d'Europe continentale, le Japon, la Corée du Sud, il faut se tourner vers un financement de base et ce financement-là doit être basé sur les besoins des personnes, c'est-à-dire qu'on évalue les besoins. Puis bonne nouvelle, au Québec, on est capable de les évaluer, on a un outil, on a même un outil de gestion qui nous permet de faire ça et on a des gestionnaires de cas. Bon, j'espère qu'on y reviendra aux gestionnaires de cas, mais on a des gestionnaires de cas qui faisaient ça. Et donc, on peut, à partir de ces besoins-là, déterminer une allocation. Et à partir du plan de service qui a été fait par le professionnel, la personne peut avoir le choix de dire, moi, je veux utiliser l'allocation pour tel service qui est donné par le CLSC, ou tel autre service qui est donné par l'entreprise d'économie sociale, ou encore tel service qui est donné par ma résidence privée pour aînés. Et donc, la personne choisit et a donc un choix de pouvoir utiliser l'allocation pour répondre à ses besoins. Alors, c'est un système simple, ça nécessite qu'on ait un fonds séparé parce que sinon, évidemment, si on met ça dans le fond des établissements, les hôpitaux vont aller encore une fois piger dedans et on a une belle illustration de ça, sans assurance autonomie, en 2013-14, lorsqu'on avait injecté 20 de plus dans les soins à domicile, 110 millions à cette époque, c'était rehausser les soins à domicile de 20 on s'est aperçu, en faisant une étude sur les services reçus par les personnes âgées, que les services non seulement n'avaient pas augmenté, mais ils avaient même diminué. Alors, l'argent est allé ailleurs, l'argent est allé aux priorités des établissements et les hôpitaux ont souvent des besoins criants à combler. Alors, il faut un fonds séparé, il faut un mécanisme d'allocation et il faut avoir un mécanisme de contrôle de la qualité des services qui sont dispensés. Alors, c'est les 3 ingrédients absolument essentiels pour mettre en place une assurance de soins à long terme. Appelez-le assurance autonomie, compte autonomie. C'est essentiel. Pour une autre bonne raison, on vient de terminer des travaux avec des collègues des HEC, Pierre-Carl Michaud, entre autres. Et donc, ce que ça nous montre, ça, c'est que non seulement c'est préférable, mais ça permet de diminuer la facture pour l'État parce que de continuer avec le statu quo, d'institutionnaliser les gens, c'est vraiment insoutenable financièrement. Ça quadruplerait le coût en 2050 et en mettant en place vraiment un compte autonomie avec un soutien au maintien à domicile, on pourrait économiser des milliards.
Et c'est ce qu'on avait démontré aussi dans le livre blanc sur l'assurance autonomie. On avait démontré que, bien sûr, il va falloir investir, mais il faut investir beaucoup moins que si on laisse le statu quo actuel où on va être obligé de construire des CHSLD pour héberger des gens en perte d'autonomie. Oui, Ouais, un tout petit mot pour faire le lien entre les deux questions précédentes, là. L'organisation des services au Québec a beaucoup évolué depuis 1970, pas le mode de financement. À peu de choses près, il y a eu des aménagements périphériques et c'est probablement une des torsions fondamentales, une des conditions qui a rendu inefficaces les réformes précédentes, là. Si on conçoit l'organisation des services dans un sens, mais que l'argent est dépensé à l'ancienne, eh bien, ça rend inadéquate, sans pouvoir, ces réformes-là. Et donc, ce que je comprends là, c'est que dans les faits, comment cette assurance-là s'articulerait, que ce soit encore une fois l'assurance autonomie ou des exemples à l'international, il y en a d'autres. Là, je veux dire, le Québec ne serait pas la première instance à le faire. Ce que je comprends donc dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment juste une question de volonté politique. Ce n'est pas une question de savoir exactement des études, à savoir comment tout ça s'articulerait dans les faits. On le sait dans les faits comment ça fonctionnerait, ce dont on aurait besoin de mettre en place pour que ça fonctionne. C'est donc vraiment juste une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique, puis c'est la raison pour laquelle, en 2012, j'ai décidé de m'en aller en politique. Moi, je suis un académique, là. Je n'avais pas ça dans mon plan de carrière, mais j'étais tellement désespéré de voir que ça se produisait pas, que lorsque Mme Marois m'a invité à porter ce projet-là en politique, ben, j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Et pendant les 18 mois qu'on a été là, moi, je peux vous dire que tout était prêt pour une mise en application le 1er avril 2015. Tout était prêt, les services informatiques, les professionnels, les mécanismes d'allocation, la Régie de l'assurance maladie était prêt à gérer tout ça. Le projet de loi a d'ailleurs été déposé à l'Assemblée nationale en décembre 2013. Tout était prêt. Donc, c'est faisable, c'est possible, mais il faut une volonté politique. Je veux revenir, bon, vous avez fait aussi le lien avec ce que ça voudrait dire une assurance comme celle-là pour les soins à domicile et on en a parlé beaucoup. Je veux revenir là-dessus. Bon, le gouvernement vient d'annoncer 750 millions pour rehausser l'offre, l'intensité des soins à domicile. Au-delà de cette annonce, on le présente souvent ces soins-là comme étant la clé de la réforme. Prenons cette question, la question des soins à domicile, prenons-la sur 3 angles. Donc, est-ce que c'est ce que les gens veulent? Est-ce que économiquement, on y gagne? Puis est-ce que pour les soins, ceux qui les donnent, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, commençons par la volonté des gens. Marie-Louise, vous avez travaillé sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on sait sur la préférence des Québécois quant au CHSLD, les soins à domicile et tout ça? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Donc là, vous faites allusion à l'étude qu'on a menée donc récemment avec des co-auteurs des HEC Montréal, de Carleton University et de la Toulouse School of Economics sur en fait comment la COVID-19, comment la pandémie a changé les préférences des 50-70 ans à nouveau, donc québécois et ontariens vis-à-vis du mode de prise en charge en cas de perte d'autonomie. Et ce qu'il est apparu très clairement, c'est que suite à cette pandémie, on a 70% de nos répondants qui nous disent être moins enclins à aller en CHSLD. Et donc, en fait, dans une deuxième série de questions, ce qui apparaît aussi très, très clairement, c'est qu'on a aussi à peu près 70% des gens qui seraient en faveur, voire en faveur et très en faveur d'une politique qui viserait à favoriser les soins à domicile. Et ce, même en échange de taxes plus élevées. Et donc ça, on a trouvé ça très intéressant parce que pour nous, ce qui nous est apparu, c'est qu'on a réellement eu l'impression au travers de ces questions, parce qu'on leur posait aussi des questions quant à leur opinion sur ou leur perception sur des risques sanitaires dans les CHSLD. Ce qui nous est apparu très clairement, c'est qu'il nous a semblé que la COVID-19 avait mis en lumière ces manques de moyens dans les CHSLD et donc une volonté très importante des gens, ou en tout cas ça leur a fait réaliser à quel point ils voulaient rester
autant que possible chez eux. Et que ça, potentiellement, c'était coûteux. Et donc, il faudrait des soins, une intervention de l'État pour les aider à financer ces soins à domicile. Donc, nous, ce qui nous a semblé, c'est qu'avec ces 70%, on a quand même un soutien politique fort de la part de la population en faveur de ces politiques favorisant pour des mesures qui favoriseraient le maintien à domicile. Et sur les soins, ceux qui les donnent, un virage plus grand vers les soins à domicile, est-ce qu'on serait prêt pour ça, pour un tel virage? Qu'est-ce que ça signifie en termes d'organisation? Est-ce que ce serait un très grand chantier aussi à ce niveau-là, dans l'organisation des soins, dans ceux qui les donnent, de pivoter vers une plus grande utilisation des soins à domicile? C'est un grand chantier si on se fixe comme objectif d'avoir un effet sur le maintien de l'autonomie autant que faire se peut. Actuellement, il y a évidemment toute une infrastructure qui fonctionne relativement bien, mais qui est exsangue. Il y a deux lieux qu'il faut, je pense, pour lesquels il faut porter attention. Il y a les services publics d'aide à domicile qui sont très tendus, qui n'ont pas la capacité de répondre aux besoins, ou en tout cas de répondre aux besoins que les plus criants. Et il y a tout le chantier de l'économie sociale qui a été développé au Québec, pour lequel on n'a pas de données super claires sur l'état des troupes. Parce qu'on a beaucoup parlé pendant la pandémie des préposés aux bénéficiaires en CHSLD, puis évidemment, c'est tout à fait raisonnable. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la capacité, sur l'état des troupes, sur le niveau de moyens qu'il faut donner pour que ces services-là répondent réellement aux besoins de la population. Il y a quand même des acquis au Québec, des outils auxquels Régent fait référence tout à l'heure. Il y a tout un patrimoine de travaux scientifiques qu'on peut remobiliser. Il y a vraiment un enjeu de niveau de financement. Comment je pourrais dire ça? Il me semble qu'à tous les budgets, on annonce beaucoup de millions, des centaines de millions, et on ne semble pas voir d'effet de ces argents-là sur le terrain. Alors, probablement que des effets de, comment je pourrais dire, de poudre de perlimpinpin, c'est-à-dire ça brille, mais c'est peut-être pas autant d'argent que ce qui est dit. Tout à l'heure, Régent évoquait la capacité des CIUS et des CIUS à absorber ces sommes-là parce qu'elles ne sont pas protégées. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du changement de paradigme. Tant et aussi longtemps que l'essentiel de l'argent ira dans le dur, dans les soins de longue durée CHSLD, la pyramide est à l'envers. Je vous rappelle que le domicile, c'est économique, c'est non iatrogénique, ça rencontre la satisfaction des gens, c'est ça qu'ils veulent, et ça a plein d'effets positifs sur la participation sociale, donc sur le maintien de l'autonomie. Et donc, il faut qu'on soit à la hauteur de ce défi-là. Peut-être un dernier mot, deux idées complémentaires. On a un peu d'informations sur l'effet de la pandémie en CHSLD. Je serais curieux de savoir s'il y a de telles qualités d'informations sur l'impact à domicile, combien de morts, combien de malades, combien de COVID longues, combien de syndromes de glissement provoqués par ça. Peut-être que l'ambiance un peu joyeuse qu'il y a au Québec aujourd'hui, on a l'impression d'être sorti du problème, là. Peut-être qu'elle serait un peu différente. Deuxième remarque, c'est pas tout à fait attaché, mais en tout cas, je l'ai dit spontanément. On n'a pas encore parlé une fois des résidences pour personnes âgées, qui est un contributeur important de facto. Là. Le Québec est parmi les provinces canadiennes, il y a plus de gens qui décident d'aller vers ces ressources-là. On ne pourra pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas capter l'argent de la population sans avoir une contribution plus sérieuse à la santé, au bien-être. Donc, c'est des acteurs qui doivent être intégrés dans les continuums de soins plus sérieusement que ça l'est aujourd'hui. Donc, vous parlez des administrateurs de résidences pour personnes âgées et des propriétaires de ces résidences pour personnes âgées-là. Oui, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand une infirmière que vous payez chèrement, sa principale action, c'est de vous orienter vers l'hôpital, c'est pas une bonne dépense, évidemment, en RPA. Oui. Marie-Louise?
Oui, à ce propos, en fait, je trouve que tout ce qu'on a dit, c'était bien, mais je voulais juste revenir sur un point. Je pense que, par exemple, quand on a parlé des réformes de court terme, long terme, moi, il me semble qu'effectivement, on ne peut pas parler de réformes de court terme. Il faut vraiment avoir une vision de long terme dès aujourd'hui. Mhm. Mais bien sûr, en fait, ce sur quoi je veux insister, c'est que le vieillissement de la population aujourd'hui, il se traduit par le fait qu'on va avoir des niveaux de perte d'autonomie très différents parmi les personnes âgées. Et que, étant donné ces niveaux de perte d'autonomie, ces structures devront répondre aux besoins de manière différente. Et donc, éventuellement, selon le niveau de perte d'autonomie, il faudra affecter les personnes dans ces différentes structures. Je pense en l'occurrence à des Alzheimer très poussés. Bien sûr, j'aimerais garder mon parent le plus longtemps à la maison, mais il y a parfois une impossibilité pour que la personne soit le mieux traitée possible, qu'elle reste à la maison. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans ces réformes d'infrastructure, il faudra bien prendre en compte ces différents niveaux de perte d'autonomie. Et je pense qu'un des gros chantiers pour le gouvernement, ça sera effectivement mettre en place ces financements-là qui prennent en compte ces diversités-ci. Mais en fait, c'est bien beau de multiplier les infrastructures. Encore une fois, si on n'a pas le personnel adéquat, là, on aura des gros problèmes. Parce qu'on ne pourra pas allouer les personnes qui doivent aider dans les différentes infrastructures. Donc, je pense qu'aussi, en termes de financement, il y aura un gros travail de formation, de rendre attractif ce type de profession. Et trois éléments, Charles. Oui, allez-y. Pour rebondir sur mes deux collègues, d'abord, au domicile, là, au cours de la première vague de la pandémie, on a complètement arrêté de donner des services à domicile parce que le personnel a été détourné vers les CHSLD, parce que les entreprises d'économie sociale ont été interdites de pouvoir continuer à donner des services. Et là, on a fabriqué des patients de CHSLD, littéralement. Avant la pandémie, il y avait 3500 personnes en liste d'attente pour les CHSLD. Il y a eu 4000 morts pendant la première vague. Et après la première vague, il y avait encore 3500 personnes en liste d'attente sur les CHSLD. Alors, il n'y a pas de génération spontanée, là. Ce monde-là, c'est du monde qui est à domicile, qui a eu de la misère à domicile. Les proches aidants se sont épuisés, puis ils ont été hospitalisés et on les a orientés vers les CHSLD. Deuxièmement, Yves parlait de la poudre aux yeux. Écoutez, dans le domaine des soins à domicile, là, on assiste toujours à la multiplication des pains. Et l'exemple de cette semaine, de l'annonce de Mme Blais et de M. Dubé cette semaine, est un très bel exemple. On annonce 750 millions, mais c'est sur 5 ans. Donc, en fait, c'est 150 millions par année. Et là, on dit que 115 millions, pas les 150, 115 millions vont être donnés aux établissements pour satisfaire aux besoins. Faites un petit calcul rapide. 115 millions divisé par 400 000 usagers, hein, ça fait 252 $ par année. Divisez ça par 52, vous avez 5,5 $ de plus de services à cause de cette annonce-là pour les usagers des soutiens à domicile. Et on a même l'audace de dire, on va donner avec cette somme-là des services aux 12 000 personnes qui attendent pour recevoir des services à domicile. Alors, 12 000 personnes à qui on va donner le maigre 1,7 heures de services qu'on donne actuellement, ça vient gober 65 millions sur votre 115 millions. Donc, il reste 2,5 piastres, en fait, aux usagers. Alors, c'est de la poudre aux yeux et on a toujours fait ça avec les annonces de soutien à domicile. Et ça, je pense que c'est un problème. Et troisième aspect, c'est la main-d'œuvre. C'est sûr que pour institutionnaliser les gens, on va avoir besoin de main-d'œuvre dans les CHSLD parce qu'il y aura de plus en plus de monde dans les CHSLD. Si on donne des services à domicile plus adéquats, d'une part, c'est une main-d'œuvre qui est beaucoup plus diversifiée. Il n'y a pas juste l'État. Il y a les entreprises d'économie sociale, les organismes communautaires, les résidences privées. Donc, une main-d'œuvre plus diversifiée va permettre personnes proches aidantes, surtout des femmes, au lieu de quitter le marché du travail, de revenir ou de rester sur le marché du travail. Et donc, les pénuries de main-d'œuvre vont être amoindries par un nouveau marché qui va se créer et qui va permettre de libérer les proches aidants de ces tâches-là parce que l'État va pouvoir financer des services. Alors, vous voyez que
il y a des défis de main-d'œuvre, mais ils ne sont pas insurmontables et ils sont beaucoup plus importants si on laisse le statu quo actuel. Je vais juste enchaîner là-dessus. On va passer, en fait, j'ai d'autres questions, j'y reviendrai peut-être. On va juste prendre un peu de questions du public. J'en ai une qui est justement là-dessus, donc un peu sur le même sujet. En considérant l'enjeu démographique et l'accentuation de la pénurie de travailleurs et de travailleuses dans la majorité des secteurs du Québec pour encore plusieurs années, voire plusieurs décennies, comment envisagez-vous la dimension ressources humaines de la réforme du système de santé au Québec? Comment allons-nous demander à moins de personnes de soigner plus de personnes? Est-ce que c'est une question de technologie, de nouvelles structures? Bon, probablement de plus de main-d'œuvre, c'est sûr. Peut-être que ça passe par un salaire plus attrayant, mais on le sait vers où on s'en va, là. Donc, comment on va faire face à ce défi, là, la dimension ressources humaines? Bon, Régent, vous venez d'y toucher un peu. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut enchaîner là-dessus. Je veux peut-être souligner, en plus des enjeux d'attraction, là, il y a beaucoup d'enjeux relatifs à la rétention. Et donc, le système, le réseau s'épuise à former et à voir partir les gens au fur et à mesure. En plus de la rétention et de l'attraction, il y a aussi des enjeux de santé et sécurité au travail. C'est quand même un poste de dépense très important. Il faut donc combler à chaque fois les gens qui tombent au combat. Pour spécifiquement les préposés aux bénéficiaires en CHSLD, une des solutions que je promeux, c'est d'induire une certaine dose de gestion participative. Ce sont des gens qui ont le cœur à bonne place, qui ont des compétences, mais qu'en gros, on ne leur demande pas leur avis. Alors, ça crée une condition très défavorable, à mon avis, à l'engagement de tout le monde dans des processus continus d'amélioration de la qualité. Et ça permet ce que je viens de dire, tout à l'heure, je disais je disais qu'il fallait faire un débat sur le soldat CHSLD. Évidemment, je comprends bien qu'il y a des gens qui auront besoin d'être hébergés durablement, mais peut-être pas dans cette formule-là. Une des tâches fondamentales des CHSLD, c'est qu'ils sont construits sur un modèle d'organisation industrielle. Et ça ne se réforme pas dans une logique de santé qu'on promeut tout le monde aujourd'hui. Et donc, on aura beau former des préposés aux bénéficiaires à la bienveillance, etc. Si l'organisation du travail elle est radicalement industrielle, eh bien, ça n'arrivera pas. Ma solution, modestement, serait d'avoir des structures beaucoup plus petites. Et je ne parle pas des maisons, c'est pas de ça dont je parle. Des maisons beaucoup plus petites, ancrées dans les communautés et publiques ou alors très bien normées pour éviter l'image que Papa Bougon a diffusée à la télévision de ces petites structures-là. Et donc, c'est l'ancrage avec la communauté qui permet aux familles d'être plus présentes, plus proches, etc., qui est pour moi une solution aux besoins qu'auront 2-3% de la population d'accéder à ce genre de ressources-là à un moment de leur vie. Parce que aussi, pour rejoindre ce que disait Yves, en fait, ce qu'on observe beaucoup, c'est que les personnes qui veulent éviter d'aller en CHSLD, c'est aussi parce que souvent, ça implique que quand elles ont une place, elles doivent être sorties de leur milieu, donc de leur ville, de leur famille, elles doivent s'éloigner. En fait, on a un gros problème de quantité de CHSLD, je ne sais pas comment dire ça exactement, mais bon, on a des temps d'attente très importants sur les CHSLD, environ 10 mois au Québec. Et donc, si on a une place, il se peut que ça ne soit pas du tout dans la ville où on résidait avant, où notre famille est. Et donc, moi, je vais totalement dans le sens de Yves, qui est de dire, ayons des plus petites structures au sein des communautés. Et ça ralentira aussi le déclin cognitif ou déclin physique, parce que les enfants, les petits-enfants viendront plus souvent. Vous parlez de la famille, il y a une question aussi justement sur le rôle des proches aidants et comment ça s'articule là-dedans. Et peut-être même, je serais curieux de vous entendre sur comment ça s'articule le rôle des proches aidants aussi avec justement une assurance publique. Comment est-ce qu'il y a un rôle pour les proches aidants ou un moyen peut-être d'aller chercher un petit peu d'argent parce qu'on est obligé de manquer des journées de travail, etc. Est-ce que ça c'est pris en compte dans un plan d'assurance publique ou quel est le rôle des proches aidants ici dans cette réforme-là? Dans toutes les assurances de soins à long terme, il y a souvent des allocations en espèces, donc un cash, un chèque qui est utilisé avec
par contre, un certain nombre de bémols. C'est-à-dire qu'il ne faut pas développer un marché gris, là, des proches aidants qui font ça comme dans le marché noir. Deuxièmement, il faut que ces gens-là soient formés. Donc, il faut qu'il y ait une certaine qualité. Et il faut aussi qu'on prévienne les abus financiers. Le neveu qui prend le chèque, mais qui ne donne pas les services qui vont avec. Alors, il faut que ça soit bien encadré. Et certains pays permettent que les proches de la famille, même le conjoint, soient rémunérés, d'autres non. Alors ça, il y a quand même un enjeu là à examiner parce que, évidemment, les personnes proches aidantes, ce sont surtout des femmes. Alors, il ne faudrait pas se ramasser avec des femmes qui restent au foyer pour s'occuper de proches en perte d'autonomie et qui encaissent cette allocation et sans avoir là, les provisions pour la retraite future et les bénéfices sociaux, etc. Donc, il y a une réflexion à y avoir là-dessus. Et je voudrais renchérir sur ce que Yves a dit au niveau de la valorisation des préposés. Écoutez, de 2015 à 2019, avant la pandémie, là, quand on accumule l'assurance salaire, le temps supplémentaire obligatoire et le recours aux agences privées, ça l'a explosé. Ça l'a coûté plus de 1 demi-milliard aux établissements, donc depuis la réforme de 2015. Et ça, c'est un signe, un symptôme qu'il y a quelque chose de pervers qui se passe dans le réseau. Il y a une acculturation d'abord, c'est-à-dire qu'avant cette réforme-là, et même la réforme de 2003, je dirais, les gens qui pratiquaient dans un CHSLD, il y avait une culture institutionnelle qui était très forte. Et Yves soulignait la participation des préposés. Écoutez, moi, je ne veux pas me rappeler le bon vieux temps, mais à l'époque, les préposés faisaient partie de l'équipe, de la réunion d'équipes multidisciplinaires qui déterminaient, qui d'abord faisaient un diagnostic, et les préposés, ils sont en contact avec les personnes, donc ils peuvent apporter beaucoup d'informations. Et deuxièmement, ils participaient à l'élaboration du plan de service. Alors, quand tu as participé à l'élaboration d'un plan de service, puis que tu n'es pas juste un exécutant, il y a une valorisation de ton travail qui est extrêmement importante. Et actuellement, on assiste à des préposés qui vont quitter pour aller vers l'hôpital, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'attractions par rapport à l'hôpital, mais qui vont carrément quitter pour des agences privées. Et ça, c'est un autre effet pervers, un cercle vicieux où on utilise des agences privées. Et là, les gens s'en vont dans l'agence privée, ce qui augmente la pénurie de main-d'œuvre dans le public et augmente le recours aux agences privées. Alors, il faut vraiment couper ce cercle vicieux-là parce que c'est un cercle vicieux qui est délétère pour le réseau de la santé et des services sociaux, le réseau public. Alors, il faut vraiment avoir une culture d'entreprise où les entreprises sont aimants, aimants dans le sens aimanté, gardent leur personnel, ils ont une culture institutionnelle qui leur tient à cœur et ils sont valorisés dans leur travail. C'est comme ça qu'on va être capable d'attirer et de retenir du personnel dans les établissements de soins de longue durée et dans les soins à domicile. Puis, ce que je retiens de ça, c'est que bon, c'est sûr qu'il y a une caractéristique financière, c'est-à-dire de mieux les payer, mais j'aime aussi l'idée de les intégrer plus dans la prise de décision, puis la valorisation du travail ne passe pas seulement que par le côté financier, bien que ce soit une partie importante. Une question qui nous ramène un peu à notre point de départ. Marie-Louise et Régent, vous avez parlé du vieillissement de la population, puis comment ça a frappé l'Europe peut-être plus rapidement qu'ici. Notre société est peut-être encore trop jeune pour que les soins de santé de longue durée deviennent une priorité véritablement autonome des soins hospitaliers. D'après vous, y a-t-il un point de non-retour ou de bascule au plan démographique, économique, etc., qui rendra ces réalités inévitables, y compris peut-être avec l'établissement de normes? Donc, est-ce que peut-être qu'on en est là maintenant? C'est ce que je pense. Oui, ben, la bascule, on l'a passé cette année, là. On a, à partir de cette année, plus de 20 de la population québécoise qui a plus de 65 ans. Alors là, écoutez, on a dépassé la France là, en termes de vieillissement. Alors, si les gens attendent encore un miracle avec un rajeunissement de notre population, là, oubliez ça. On est une des nations les plus vieilles au monde et il va falloir faire avec. J'ai rien à ajouter. Je suis totalement d'accord. Je pense sous le contrôle de Régent épidémiologiste. Il arrive à peu près 6 000 personnes par année au Québec nouvelles en ce moment de plus de 85 ans. Les maisons des aînés, c'est 2 400 places de mémoire, 2 500 places sur 4 ans.
l'écart est immense entre même les investissements faits dans le dur actuellement et le coût qui va arriver de personnes très, très, très âgées. Donc, le mur, il n'est pas à venir, là. Il est là. Et quand les gens disent que c'est un tsunami, le vieillissement, c'est pas un tsunami. Un tsunami, on ne peut pas le prédire. C'est un iceberg. Il est là, le paquebot s'en va droit dessus, et si on ne change pas le cap, on va couler. Dernière question, puis celle-là aide-moi, parce que bon, je suis directeur du Centre d'excellence sur la Fédération canadienne. Alors, je me voudrais de ne pas parler de la volonté du gouvernement fédéral, exprimée entre autres dans le dernier budget, de mettre en place des normes à l'échelle nationale. Au-delà du débat politique ou même constitutionnel là-dessus, est-ce que ça peut aider à changer la situation des soins de longue durée ou est-ce que c'est seulement de l'énergie perdue, selon vous? Je ne veux pas monopoliser, mais allez-y. Moi, je pense que, écoutez, parce que vous avez parlé de normes, vous avez parlé du besoin de normes. Dans tous les domaines de la médecine, on a des normes canadiennes. Donc, il y a des groupes de travail canadiens qui établissent des normes pour le traitement du diabète, pour le traitement des maladies cardiaques, etc. Alors, pourquoi on n'en aurait pas pour les soins de longue durée? D'autant plus que des normes comme celle-là, c'est des normes qui sont très ancrées, spécifiques au système de soins. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait des normes différentes en Ontario qu'au Québec? Pourquoi on ne pourrait pas bénéficier de l'intelligence de l'ensemble de la communauté canadienne pour être capable de développer des normes? Moi, je ne vois pas de problème là. Je vois un problème, par contre, avec la loi canadienne sur la santé, qui, comme vous l'avez évoqué, Charles, n'inclut pas les soins à domicile, puis inclut à la marge les soins institutionnels, là, mais si peu que pas. Alors, on a un problème parce que quand les provinces réclament plus de transferts à cause du vieillissement de la population, en fait, c'est un argument qui est fallacieux dans le sens que c'est pas les soins de longue durée là, qui vont être recouverts par des paiements de transfert, même que le fédéral, à quelques reprises dans le passé, a injecté des sommes spécifiques en plus du transfert pour les soins à domicile, les soins primaires et l'informatisation, par exemple. Alors, ça, ce n'est pas dans la loi canadienne sur la santé, là. Ça, ce n'est pas dans les transferts fédéral-provincial. Alors, la loi canadienne pour la santé, elle est obsolète. Alors, ou bien on la réforme pour inclure aussi les soins de longue durée, ou bien on édicte une loi canadienne sur les soins de longue durée où il y aura, on conviendra de paiement de transfert entre le fédéral et les provinces avec des principes à respecter pour avoir accès à ce financement fédéral. Alors, je pense qu'il y a un enjeu fédéral ici. Vous allez me dire, la santé, les services sociaux, ce n'est pas de juridiction fédérale. Oui, mais dans les années 60, le fédéral a utilisé son pouvoir de dépenser pour établir un système de santé public et universel au Canada. Je pense qu'on ne peut pas lui reprocher. Je pense que ça a été un élément fondamental dans la création de notre système de santé au Québec et dans toutes les provinces canadiennes. Et pourquoi pas refaire le même exercice et profiter du fait qu'on a une fédération pour établir les normes, pour être capable de pouvoir avoir un financement fédéral là-dessus. Personnellement, je serais Marie-Louise. Je serais en faveur aussi d'une gestion par les provinces directement en fonction des besoins et des spécificités, donc à la fois culturelles, mais aussi organisationnelles, quoi. Les réalités entre, je connais mieux Québec et Ontario, les réalités sont très différentes. Et donc, effectivement, je pense qu'on peut profiter d'une fédération. Il faut que, c'est tout à fait faisable que d'avoir des paiements de transfert, mais ensuite, laisser les provinces gérer en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités. Même si ce n'est pas exactement le même vieillissement partout de la même façon. Et même au-delà du fait que le vieillissement n'est pas le même partout, comme vous l'avez dit, les structures ne sont déjà pas les mêmes partout. Voilà, donc, c'est quelque chose qui doit aussi être pris en compte dans le transfert. Oui, Yves. J'aimerais illustrer ou reformuler dans mes mots l'argument concernant la loi canadienne. Un des principes structurants de cette loi-là, c'est ce qui est universel au Canada, c'est le médicalement requis. Tout ce qui est hors de ça, c'est au bon vouloir des provinces, ça fluctue selon les priorités politiques, etc. Je vais vous donner deux exemples comment ça vient jouer fondamentalement sur le système de santé canadien, ou les systèmes de santé canadiens. Le cancer. Cancer classé maintenant, depuis quelques années, maladie chronique. On meurt beaucoup moins du cancer, mais ce succès-là peut être associé à un ensemble de conséquences fonctionnelles. Tant pis,
c'est au bon vouloir des provinces. Autre exemple, il y a 30 ans, il y avait à peu près une personne sur 800 qui était diagnostiquée autiste. Aujourd'hui, c'est une sur 66. Évidemment, il y a toutes sortes de raisons, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le moment du diagnostic est pris en charge. Tout le reste, c'est au bon vouloir des provinces. Et donc, ça pose un enjeu parce que les succès, à chaque fois que la médecine fait un succès, on est content, évidemment, de ces succès-là, ça vient avec des conséquences budgétaires qu'on pourrait dire sur les effets fonctionnels, et ça rentre en compétition avec les clientèles âgées. Alors là-dessus, je vous remercie tous les trois. Ça a été une discussion, en tout cas pour moi, très enrichissante. J'espère que ça l'a été pour les participants aussi. Bon, c'est clair que ce sujet-là va rester, en tout cas, on l'espère de toute façon qu'il va rester dans l'actualité parce que je pense qu'on s'entend tous ici pour dire que le changement est nécessaire et je pense que c'est partagé par une grande majorité de la population québécoise à la suite de la pandémie. Alors, on surveillera ça de près. Je vous remercie beaucoup. Merci. Mais je voudrais juste dire en terminant, je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste et j'attends encore des preuves qu'il y aura des changements suite au drame. Chat échaudé, on dirait. Chat échaudé. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.